est-ce que la Chine essaierait pas de nous la faire à l'envers là? Est-ce que la Chine tenterait en ce moment de mettre en PLS le game, le paléo game autour de l'évolution de l'homme? C'est la question qu'on peut se poser aujourd'hui. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue pour cette vidéo tournée à chaud. Donc j'ai aucun matos, je suis directement sur le micro de l'ordinateur, c'est pour ça que le son est moisi. Au moins pour une fois je mériterai mes critiques sur la qualité de mon son, hein, parce que d'habitude j'utilise un micro, un vrai, un tout neuf, et pourtant tout le monde se plaint. Donc au moins pour une fois je saurai pourquoi je prends des mauvais commentaires. Donc, est-ce que la Chine serait pas en train de plier le game sur l'évolution de l'homme? C'est la question que je me pose aujourd'hui après avoir lu cet article qui en gros annonce la découverte, enfin pas tellement la découverte, mais rend public la découverte de ce crâne ici, crâne de Homo heidelbergensis, ou du moins identifié comme étant celui d'un Homo heidelbergensis. Donc pour rappel, Homo heidelbergensis, ce serait en gros l'espèce entre guillemets qui a donné naissance à Néandertal, à Homo sapiens. Homo heidelbergensis, c'est ce qu'on appelle aussi des fois l'Homo sapiens archaïque. Et je dis entre guillemets parce que si Homo heidelbergensis a donné Homo sapiens et Homo neanderthalensis, cela fait de Homo heidelbergensis une espèce de taxon poubelle, une espèce d'espèce poubelle. Ouais, ça fait de Homo heidelbergensis une espèce poubelle parce qu'on y met précisément les ancêtres de deux espèces différentes. Bon, après, je sais que le statut de Néandertal et de Sapiens en tant que deux espèces différentes est très discuté, mais il est très discuté parce qu'on a des données génétiques. Mais morphologiquement, Néandertal est différent de Sapiens. Et Heidelbergensis est différent des deux autres, avec une certaine population d'Heidelbergensis qui donne d'un côté Homo sapiens et une certaine population d'Heidelbergensis qui donne de l'autre côté antécessor et les autres pré-néandertaliens, puis Néandertal. Donc voilà, et maintenant on trouve de l'Heidelbergensis en Chine, en gros. Alors ce crâne, cet article, il nous parle de ce crâne et il nous dit qu'en gros, il pourrait venir de n'importe où entre 200 000 et 400 000 ans. Ce qui est vrai, Heidelbergensis est connu entre 125 000 et 600 000 ans, hein, donc il pourrait venir de par là. Moi, ce que j'y vois surtout, c'est qu'ils n'ont pas de date pour ce crâne. Donc déjà, c'est une info. À mon avis, ils n'ont pas vraiment de date pour ce crâne. Ce qu'ils disent, c'est qu'il a été découvert en 1933 par des fermiers. Donc en gros, on a zéro contexte sur son origine. Donc a priori, le crâne n'a pas de date. Et là où je dis que la Chine aimerait bien plier le game en matière d'évolution de l'homme, c'est que en gros les auteurs de cet article, comme d'ailleurs les auteurs qui ont repompé, comme d'ailleurs les auteurs de cet article sur Mediapart, qui a été grassement repompé de New Scientist et traduit. Donc c'est une traduction d'un article déjà écrit par quelqu'un d'autre, hein, donc c'est pas totalement la faute de Mediapart, mais voilà, il y a beaucoup de gens qui ont l'air de vouloir de plus en plus déplacer l'origine d'Homo sapiens en Chine. Et non pas que ça me gêne, hein, ça me gêne pas, mais ils le font avec des données qui sont... ils ont l'air de vouloir le faire, mais sans vraiment avoir les données qu'il faut pour le faire. Donc par exemple, ce crâne, revenons à la découverte dont je vous parlais, ce crâne, c'est Homo heidelbergensis. Donc certes, Homo heidelbergensis est ancêtre d'Homo sapiens, mais pas que. Mais surtout, cet Homo heidelbergensis, jusqu'à preuve du contraire, tant qu'on ne l'aura pas daté, il n'est pas plus vieux que l'Homo heidelbergensis qu'on trouve en Afrique. Donc il n'y a pas de quoi, pour l'instant, clamer que c'est l'ancêtre de l'humanité et que du coup, l'ancêtre de l'humanité se trouve ailleurs qu'en Afrique pour l'instant. Et puis, on a eu une autre découverte aussi, c'est la découverte d'outils. Donc voilà par exemple une photo d'un de ces outils ici, donc la découverte d'outils de 2,1 millions d'années qui appartiennent non pas à Homo sapiens mais au genre Homo et qui ont été aussi découverts en Chine. Donc ce qui fait que, si on regarde cette carte, en gros, donc Homo serait apparu en Afrique, puis il serait sorti d'Afrique il y a 1,8 million d'années, du moins c'est ce qu'on croyait, puisque cette découverte de Chine maintenant repousse la sortie d'Homo à 2,1 millions d'années.
Donc c'est pareil, là on change le scénario, enfin le registre fossile chinois fait aussi changer le scénario ici, fait repousser la sortie de l'homme de quelques centaines de milliers d'années, d'à peu près 300 000 ans. Donc c'est pas mal du tout. Bon après il faut bien se rappeler, et c'est ce que rappelle cet article, c'est que l'homme... attendez, je vais le retrouver, j'avais une image. Voilà, la plus vieille mâchoire appartenant au genre Homo, voilà, c'est celle-là. Elle a 2,8 millions d'années, donc et elle est d'origine africaine. Donc c'est pareil, ça change pas totalement le game. Et pourtant, ça n'empêche pas certains d'aller clamer, donc comme l'auteur de l'article qui est ici traduit dans Mediapart, ça n'empêche pas certains de clamer que peut-être on se dirige vers un changement de direction totale en matière d'origine de l'homme, et que finalement l'origine de l'homme ne serait pas africaine, elle serait chinoise. Et moi je trouve ça un peu problématique, parce que on fait des grands discours comme ça sur assez peu de choses au final, hein. On a quelques outils qui disent que en gros Homo serait sorti d'Afrique plus tôt, mais ça change pas l'origine du genre Homo. Et on a cet Heidelbergensis pour lequel on n'a pas de date, et qui donc, jusqu'à preuve du contraire, peut tout aussi bien être n'importe quel type de Heidelbergensis. Et ça c'est... Enfin... Et qui au final du coup change pas grand chose au scénario. Et puis même s'il était très vieux, Heidelbergensis... Et puis même s'il était très vieux, Heidelbergensis, comme je l'ai dit, c'est un peu à taxon poubelle. Donc imaginons que l'Heidelbergensis de Chine soit plus vieux que l'Heidelbergensis d'Afrique. Il faudrait en revenir à la définition même du genre de l'espèce Homo heidelbergensis, qui est en gros tout ce qui est plus dérivé que Homo erectus, mais moins que Homo sapiens ou Homo neanderthalensis. Donc en gros c'est pour ça que Heidelbergensis c'est une espèce poubelle, c'est parce que on y met un peu tout et n'importe quoi pourvu que ça ait l'air plus évolué que Homo erectus et moins évolué que Sapiens et Néandertal, évolué entre guillemets évidemment. Donc au final on a un gros taxon qu'on dit, nous on utilise le mot paraphylétique, voilà, voire même polyphylétique, et du coup il y a quelque chose qu'il faut pas perdre de vue, c'est qu'il y avait des Homo erectus en Chine jusqu'à très récemment. Et en l'occurrence, il y a 600 000 ans, par exemple, il y avait encore des Homo erectus en Chine. Il y en a même qui disent que jusqu'à moins 80 000 ans, il y avait encore des Homo erectus en Asie. Donc quand on regarde un peu la distribution des Homo erectus, donc je reviens à cette carte-là, voilà. Donc si on regarde un peu la distribution de Homo dans le monde, on a donc des Homo erectus qui sont ici en Chine, à l'époque où Homo heidelbergensis sort d'Afrique. On a des Homo neanderthalensis qui évoluent à partir de Homo heidelbergensis, donc peut-être qu'Homo heidelbergensis donne aussi Denisova. Et du coup, on a des Homo erectus à ce moment-là qui, en Chine, continuent d'évoluer et peuvent très bien avoir évolué jusqu'à une morphologie que nous, plus tard, nous interpréterions comme étant Homo heidelbergensis, parce que c'est plus dérivé qu'Homo erectus de base et pas encore aussi évolué que Sapiens. Donc il est fort probable que même en trouvant un crâne qui a cette morphologie-là, qui est typiquement une morphologie d'Homo heidelbergensis, hein, je remets pas ça en cause, même ce crâne qui a une morphologie d'Homo heidelbergensis, c'est pas forcé qu'il ait la même origine que tous les autres Homo heidelbergensis. C'est même pas forcé que les Homo heidelbergensis qui ont donné Néandertal soient les mêmes que les Heidelbergensis qui ont donné Homo sapiens. Parce que Heidelbergensis est une espèce poubelle, une espèce extrêmement mal définie. Donc déjà, première chose, même si on démontrait que cet Heidelbergensis était plus vieux que les Heidelbergensis d'Afrique, ça ne veut pas dire pour autant que ces Heidelbergensis-là ont donné naissance à l'homme. Il pourrait tout aussi bien s'agir d'une évolution locale. Ensuite, ce qui me dérange avec ces histoires, c'est qu'on en revient à une théorie très multirégionale de l'évolution humaine. Alors je ne sais pas si je vais pouvoir trouver une référence à ça. Est-ce qu'ils en parlent dans ces articles? Non, pas multimillénial, voilà. Donc le multirégionalisme dont il est question dans cet article-là, publié dans Nature,
ici, donc How China is Rewriting the Book of Human Origin, donc comment la Chine réécrit, ou tente de réécrire du moins, l'origine humaine. Voilà, l'origine multirégionale, clairement, en gros, ça voudrait dire, c'est l'hypothèse, une très vieille hypothèse de la grande époque du racisme institutionnalisé, où en fait, au lieu d'avoir une sortie de l'homme moderne il y a 100, 120 000, 80 000 ans, en gros, et l'homme moderne se répand partout dans le monde, on aurait en réalité plein de populations qui auraient chacune dérivé de leur côté et donné chacune Homo sapiens, une version d'Homo sapiens. Donc par exemple, l'Homo heidelbergensis chinois aurait donné Homo sapiens chinois, donc les asiatiques actuels. L'Homo sapiens d'Australie aurait donné les aborigènes, l'Homo sapiens d'Afrique aurait donné les noirs et l'Homo sapiens d'Europe aurait donné les blancs, quoi. En gros, c'est ça l'origine, c'est ça le multirégionalisme. Et donc, et ce multirégionalisme, comme je viens de vous le dire, là, vous avez compris qu'il a une sensation assez nauséabonde de bon vieux gros racisme 19e siècle. Un petit arrière-goût de colonialisme, si vous voyez ce que je veux dire. Donc ça me dérange un petit peu d'avoir des gens qui commencent à clamer que la Chine va avoir sa place dans l'origine de l'homme, parce que ils en profitent aussi. C'est pas tellement le problème que ça vienne de Chine, mais c'est le problème que les gens qui défendent cette théorie, c'est pas que des hommes. C'est le problème que les gens qui défendent cette théorie font aussi renaître au passage la théorie multirégionale, dont on avait à grand-peine réussi à se débarrasser. Et je dis bien à grand-peine parce qu'en réalité, elle a survécu jusqu'à très très récemment, hein, puisque voilà un article signé de moi-même qui rapporte la découverte finalement du dernier clou scellant le cercueil de la théorie multirégionaliste. Donc ça a été publié le 26 avril de cette année. Et en gros, l'un des caractères qu'utilisaient les tenants du multirégionalisme, c'était le fait que les Asiatiques, donc les populations asiatiques, ont dans leurs incisives des genres de trous à l'arrière des incisives qu'on retrouve aussi chez l'Homo erectus d'Asie. Et il reste encore à déterminer si celui-là aura ce genre de morphologie des incisives. A priori, on risque pas de le voir vu qu'il n'a pas de dents, mais enfin bon, peut-être qu'on va trouver d'autres morceaux, hein. Mais voilà. A priori, l'Homo erectus d'Asie aurait les mêmes trous dans les incisives que les Asiatiques modernes. Et ça, c'était le dernier argument fort pour l'origine multirégionale. Et en fait, ce caractère-là a été botté en touche tout récemment par le fait qu'en fait, il ne s'agit pas d'une adaptation, donc il ne s'agit probablement pas d'un caractère qui est là de manière purement adaptative. Il n'y aurait pas une raison environnementale pour laquelle en Asie les gens développeraient cette chose-là. Mais par contre, on a découvert qu'en fait ce caractère était génétiquement lié à un caractère adaptatif, en l'occurrence une adaptation au froid. Et donc en fait, il y a un lien qu'on dit pléiotropique entre les gènes qui provoquent l'adaptation au froid et les gènes qui provoquent l'apparition de ce trou à l'arrière des dents. Donc le caractère n'est pas directement adaptatif, mais du coup, il est sujet à convergence à chaque fois qu'une espèce humaine s'adapte au froid. Preuve en est, Néandertal là aussi. Néandertal a aussi ses trous à l'arrière des incisives. Donc voilà, ça prouvait définitivement que ce caractère n'était pas un bon caractère pour inférer des liens de parenté. Et par conséquent, cela scellait, comme je le disais, ça plantait le dernier clou dans le cercueil de la théorie multirégionale. Et voilà que du coup, maintenant, on essaye de nous la ressortir. Alors, et là, des fois, et ça y va avec des gros sabots. Dans cet article-là, celui qui a été repartagé sur Mediapart, on a même cette phrase qui, je trouve, est assez surprenante quand on sait qu'elle a été écrite dans New Scientist. Donc New Scientist, c'est quand même pas, voilà, vous voyez l'article original, New Scientist, c'est quand même pas les derniers des guignols. C'est quand même une source d'information considérée comme sérieuse. Mais voilà, et on a cette phrase que j'ai mis en surbrillance parce qu'elle est, je veux dire, elle
elle pue l'obscurantisme, clairement. Les mélanges de civilisations et donc de gènes s'étant produits depuis 5000 ans ne permettront aucune hypothèse. Il est évidemment illusoire de penser que l'étude des gènes actuels des Africains et des Asiatiques puisse éclairer sur l'origine de leur éventuelle différence. Allez vous faire foutre la génétique, c'est exactement ce qui est en train d'être dit. Hein. Ce que veulent dire ces deux phrases, c'est allez vous faire foutre la génétique. La génétique ne nous dit absolument rien. Genre. Non. À part que les populations africaines sont toutes branchées à la base de l'arbre évolutif de l'homme. Basiquement, comme tout, je veux dire, les Européens, les Asiatiques et les Américains ne sont génétiquement qu'une toute petite partie de la diversité génétique des Africains. Donc, quand on regarde l'arbre, on voit toutes les espèces. On voit toutes les populations africaines branchées à la base de l'arbre, ce qui veut dire que l'arbre s'enracine violemment en Afrique. Mais en plus, on n'a que la diversité génétique des Européens, des Asiatiques et des Américains, des natifs américains, j'entends, n'est qu'un tout petit échantillon de la diversité qu'on retrouve en Afrique. Donc en gros, et là je peux vous googler Out of Africa et vous verrez... Africa et génétique. Comme ça, on n'aura que les images qui vont avec la génétique. Donc normalement, on va pouvoir voir une carte nous montrant l'évolution des haplotypes humains. Voilà, hop, en voilà une par exemple. Donc vous voyez, là, c'est toute la diversité génétique des Africains. Évidemment, ça nous renvoie à une page Wikipédia, mais c'est pas grave. De toute façon, toutes les cartes sont à peu près les mêmes. Voilà, donc là, on a toute la diversité génétique des Africains. Donc ça, c'est un arbre phylogénétique. Vous voyez toutes les branches qui divergent depuis la base de l'arbre, tout en Afrique. Donc là, l'arbre est fortement enraciné en Afrique, avec les populations sud-africaines de Bushmen et est-africaines de Khoikhoi, qui sont les plus basales, et qui donc, non seulement enracine l'origine humaine en Afrique, mais en plus dans la moitié la plus au sud de l'Afrique, donc pas la moitié la plus apte à communiquer avec l'Asie. Et vous avez l'haplotype L3 qui a donné naissance à N et M, aux haplotypes N et M, qui sont à la base de tous les haplotypes qu'on retrouve dans tout le reste du monde. Donc en gros, vous avez de très fortes preuves génétiques de l'origine africaine de Homo sapiens. Donc les balayer d'un revers de la main parce qu'on a eu des mélanges depuis 5000 ans, bah non, je suis désolé, ça marche pas. Les mélanges qui ont eu lieu depuis 5000 ans, ils ont essentiellement eu lieu dans des populations qu'on évite d'étudier du point de vue génétique. Hein. On est quand même conscient, enfin les généticiens, je dis pas on parce que je suis pas généticien, les généticiens sont quand même conscients de ces mélanges et tentent au mieux qu'ils peuvent de prendre des populations qui ont été le moins exposées à ces mélanges, du moins le plus possible, et on sait détecter ces mélanges. Et redis-on, les généticiens savent détecter ces mélanges. Donc, faut arrêter de prendre les généticiens pour des teubés. Les preuves de l'origine africaine de l'homme, les preuves génétiques sont fortes, elles sont extrêmement fortes. Donc non, on va pas juste pour quelques fossiles, on va pas balayer toutes ces preuves de la main juste pour quelques fossiles qui de toute façon ne remettent pas en question l'origine africaine de l'homme. Et l'origine unique de l'homme surtout, c'est pas tellement l'origine africaine qui est importante, on va pas faire du chauvinisme africain, c'est surtout l'origine unique de l'homme qui est importante. Et du coup ça va, enfin ça, comme j'ai dit, ça sent beaucoup le racisme, et il y a même cet article là, donc l'article que je montrais dans Nature, qui n'hésite pas à aller jusqu'à invoquer qu'il y aurait éventuellement un fort nationalisme chinois là-dessous. Donc voilà, politics at play, des politiques en jeu. Alors évidemment, les Chinois s'en défendent, hein, les chercheurs chinois s'en défendent, comme vous le voyez dans cette citation, mais là, il y a quand même des gens qui n'hésitent pas à clamer dans Nature que il est fort possible qu'il y ait de très très gros enjeux politiques et
est raciste. Derrière ça, alors le racisme de la Chine avait déjà été exposé avec l'affaire de Star Wars, là pourquoi ils avaient effacé Finn, le seul personnage noir de l'affiche par exemple. Et à côté de ça, avoir une origine multirégionale de l'homme, ça peut conforter n'importe quelle théorie nationaliste, voilà. Euh, voilà, notre espèce de sapiens est plus sapiens que les autres sapiens, quoi. Voilà, c'est extrêmement facile à partir de l'origine multirégionale de l'homme d'aller chercher des grosses excuses cracra pour dire que c'est nous les meilleurs et qu'on a le droit à tous les privilèges. Et quand je dis nous, ça peut être n'importe quel nous, hein. Ça peut être en Europe, en Asie, en Afrique, en Amérique, n'importe où, hein. C'est ça le bonheur de l'origine multirégionale de l'homme, c'est que n'importe qui peut se l'approprier. Donc voilà, ça sent pas bon. Ça sent pas bon ce qui est en train de se passer, ça sent pas bon du tout la montée des nationalismes en Europe, et puis maintenant la résurrection du multirégionalisme qui peut justifier tous les nationalismes du monde, chinois ou d'ailleurs, de Chine ou d'ailleurs, de Donald Trump. Enfin bref, je fais pas beaucoup, j'évite toujours de faire de la politique dans les Stop Science, mais voilà, là c'est directement relié à la science, quoi. On est presque en train de restaurer, comme je disais, le racisme institutionnalisé avec ce genre de choses. Donc faut que ça s'arrête. Faut que ça s'arrête. Remettre l'origine africaine de l'homme en question, pourquoi pas, mais avec des belles preuves. Pas juste avec des belles convictions. Voilà, les races, c'est des unités taxonomiques comme les autres, hein, c'est-à-dire qu'elles ont leurs limites, elles ont leurs faiblesses, elles sont définies sur des critères arbitraires. À partir du moment où vous avez des hybridations possibles, alors des métissages quand on parle de race, on parle plus de métissage, donc à partir du moment où vous avez du métissage possible, basiquement votre petite boîte taxonomique tombe par terre, donc ça a été un des arguments forts contre ce racisme institutionnalisé. Les autres arguments forts, ça a été la génétique essentiellement, à savoir que je veux dire, les populations humaines sont pas structurées au hasard, et en l'occurrence le gros de la diversité humaine se trouve parmi les noirs africains, donc en gros quand vous appelez un africain un noir, vous cachez totalement, cela oblitère totalement la diversité génétique qui se trouve derrière tout ça, à savoir que justement un Bushman d'Afrique du Sud et un Zoulou d'Afrique du Sud, ils ont beau vivre dans le même pays, il y a plus de distance génétique entre eux qu'entre vous et un aborigène d'Australie. Je vous réfère justement à cette carte des haplotypes. Il y a plus de différences génétiques entre un Zoulou dont l'origine vient, les Zoulous sont originaires des populations bantoues qui viennent d'Afrique centrale, alors que les Bushmen viennent des Khoisan qui appartiennent à un autre haplogroupe. Donc il y a plus de différences génétiques entre eux qu'entre vous ici et un aborigène d'Australie qui est tous descendants, voilà, de ces deux toutes petites populations, de tout petits échantillons de diversité africaine au final. Donc voilà, il y a une énorme diversité génétique derrière le mot, derrière les populations qu'on qualifie simplement de noires. Donc et quand on a, d'ailleurs, des fois on ajoute même les aborigènes d'Australie parmi les noirs parce qu'ils ont la peau noire, alors qu'en fait leur signature génétique est beaucoup plus proche de celle des Européens ou des Amérindiens que des Africains. Donc ce terme noir ne veut rien dire, de même que le terme blanc ne veut rien dire, puisque même Néandertal était blanc, et de même que le terme voilà, rouge, jaune, enfin bref, vert, si vous voulez, on s'en fout, voilà, c'est juste des couleurs de peau, c'est tout, c'est un critère. On a utilisé un critère pour faire de la taxonomie qui était la couleur de peau, et au final ça marchait pas, quoi, c'est tout. Après, voilà, c'est faire un résumé entre la couleur de peau et la culture aussi, le racisme, hein. C'est-à-dire que vous assumez que parce que quelqu'un a la peau de telle couleur, il va avoir telle culture qui est différente de la vôtre et que vous aimez pas. Bon, bah ça c'est pas... Voilà. On a tous une expérience qui nous a montré que ça marchait pas, quoi. Donc voilà, le racisme institutionnalisé est tombé. Alors voilà, aller chercher des excuses pour le ressusciter en Chine, ça me fait mal.
Ça me fait mal, d'autant que cet article-là, cet article de Mediapart, enfin cet article de New Scientist qui a été publié dans Mediapart, voilà, il n'a pas été publié par un Chinois. Hein, c'est voilà, le nom de l'auteur est Kate Douglas. Hein, donc c'est pas un nom chinois, hein, Kate Douglas. Hein. Donc voilà, j'espère que cette tendance à vouloir ressusciter des théories obsolètes va soit s'arrêter, soit commencer à être un peu plus sérieuse dans les preuves qu'elle tente à vouloir apporter. J'ai rien. Après, est-ce que ça me ferait vraiment chier que l'origine multirégionale de l'humanité soit confirmée? Comme j'ai dit, moi j'y crois, enfin je ne crois pas que ça arrivera parce que les derniers bons arguments ont été évincés et puis ces nouveaux arguments qui sortent, voilà, ça c'est juste qu'on a maintenant une origine, une sortie d'Afrique plus lointaine du genre Homo. Et ça, bah, c'est juste qu'on a quelque chose qui ressemblait à Heidelbergensis en Chine, ce qui est pas si étonnant dans la mesure où on a de l'Homo erectus en Chine et qu'on sait que Homo erectus d'Asie a évolué un très gros cerveau très similaire à celui de Homo sapiens. Donc non, j'aurais pas de problème particulier si j'avais tort et que l'origine multirégionale de l'humanité viendrait à être confirmée. Ça me ferait juste un peu chier parce que voilà, ça rejustifierait une certaine forme de racisme. Encore que le racisme a pas besoin de plus de justification que ça pour exister. Hein. On est bien d'accord. Et puis, bah, vu la qualité des preuves qu'on a contre ça, génétique et morphologique, je rappelle, je pense pas que ça arrivera. Voilà, donc faites-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!